Qu'est-ce qui nous arrive avec Guillermo depuis 24 heures? On est en aventure sénégalaise. La voiture est tombée en panne, on ne trouve pas la pièce. On est accueillis exceptionnellement chez une amie ici, à Tivaouane. Et on est en train de faire des interviews pour un projet et pour visibiliser la situation de répression ici au Sénégal. Documenter l'histoire. Ouais, documenter l'histoire. Bina Paris à la Barna. À la une, ce coup de tonnerre au Sénégal. L'élection présidentielle du 25 février a été reportée par le président Macky Sall. Une première depuis 1963, annonce à 3 semaines du vote. Qu'est-ce que vous diriez à vos concitoyens? Nous sommes à un tournant décisif de notre histoire. Lui assure avoir vu un homme en uniforme tirer sur Modou, qui est mort des suites de ses blessures dans la nuit de vendredi à samedi. L'information n'a pas été confirmée par les autorités. Il est la seconde victime connue des manifestations de vendredi au Sénégal. Car un étudiant est mort également à Saint-Louis dans le Nord. Une enquête a été ouverte. Partout dans le pays, les rassemblements ont été dispersés par les forces de sécurité. Macky, ça suffit. Nous voulons la paix. Nous en avons assez. Nous ne voulons pas de violence. Je suis présentement arrivé au Maroc où je fais le montage de cette vidéo. 2024, c'est la plus grosse année pour la démocratie partout dans le monde depuis l'histoire de la démocratie. C'est l'année où est-ce que le plus de gens vont voter pour choisir les gens qui les dirigent. Dans cette perspective, j'ai décidé d'offrir à cette chaîne YouTube une perspective internationale d'une situation démocratique ailleurs qu'au Québec. J'ai décidé donc d'aller au Sénégal et je voulais couvrir le lancement de la campagne électorale. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que suite à plusieurs justifications données par le président en place Macky Sall, il a fait un décret pour repousser la date des élections pour une durée indéterminée. Donc c'est une situation qui est en développement. Le but de cette vidéo, c'est de donner la parole aux gens que j'ai croisés, aux intervenants qui ont décidé de participer à la vidéo, qui expliquent leur réalité, les différents enjeux qui sont importants pour eux. Mais c'est pas d'avoir une compréhension complète de la situation démocratique au Sénégal. Mise en contexte, ça fait 2 ans qu'il y a des soulèvements populaires au Sénégal suite à l'emprisonnement du principal opposant au président en place. Ousmane Sonko a été emprisonné pour différentes causes. Il y a eu différents procès, il y a d'autres qui sont encore en train d'être délibérés en ce moment. Ousmane Sonko, qui était un ancien fonctionnaire, maire de la ville de Ziguinchor, qui a ensuite monté un profil national à la fin du dernier cycle électoral pour devenir vraiment la voix de l'opposition au président Macky Sall. Que la dynamique au Sénégal, comme j'ai cru la comprendre, c'est soit pour plus d'indépendance économique, plus d'indépendance énergétique, alimentaire, pour avoir plus de contrôle sur le pays en tant que tel, puis s'éloigner du néocolonialisme qui est une réalité partout en Afrique de l'Ouest. Au Sénégal, la devise est le franc CFA, qui est une devise contrôlée par le Trésor français. Donc on voit comment nos sociétés sont constituées, c'est l'argent qui est à la base de tout, que de pas avoir nécessairement un contrôle là-dessus. Mais même là, ça c'est une discussion qui est encore plus poussée sur est-ce que le Sénégal ou les pays qui utilisent le franc CFA doivent rester là-dedans. Le Sénégal est un des châteaux forts de la démocratie en Afrique de l'Ouest. C'est un des pays qui a connu le plus de transition de pouvoir pacifique, qui a une culture de la démocratie et du débat public, de la société civile. Vous allez voir, j'ai eu la chance de participer à une rencontre de sensibilisation pour la paix de l'organisme Étudiam. Il y a une culture politique qui est très forte au Sénégal, une culture démocratique qui est très forte. Donc il y a eu ce report des élections, ça s'inscrit pas dans une continuité pour le Sénégal, même s'il y a eu déjà dans l'histoire de la démocratie sénégalaise des crises qui ont été semblables ou qui ont approché ça, mais vraiment d'avoir une tentative de rester au pouvoir. Il y a des gens que vous allez voir comment ils qualifient cette tentative dans la vidéo. C'est très sérieux, puis c'était pas quelque chose que j'avais prévu. Moi, je voulais juste couvrir le lancement de la campagne puis donner une espèce d'aperçu en type vlog. Mais là, ça va se transformer plus en espèce de entrevue où est-ce que vous allez en apprendre plus sur le Sénégal. J'ai fait le tour du Sénégal, j'ai été à Saint-Louis, à Kaolack, à Tivaouane, à Dakar. Suite au report des élections, il y a eu une vague de manifestations partout au pays, des manifestations qui ont été mortelles. Il y a des jeunes qui sont morts dans les manifestations pour la liberté démocratique
démocratique, puis c'est une répression policière qui est omniprésente, surtout quand je suis arrivé à Dakar. Moi, je suis arrivé après les manifestations. On pouvait apercevoir des gendarmes lourdement armés partout dans la ville. Et on voit des vidéos qui circulent sur Internet de la répression qu'a fait usage la police là-bas. L'hospitalité ou la taranga, comme ils l'appellent, est vraiment présente. Merci au peuple sénégalais. Puis pour les gens du Sénégal qui écoutent cette vidéo, qui tombent sur cette vidéo, les gens qui connaissent plus la politique sénégalaise, le but de cette vidéo, c'est pas de faire « Ah, t'écoutes cette vidéo puis tu comprends toutes les nuances et les enjeux par rapport au système démocratique sénégalais ou à l'histoire politique du Sénégal », c'est de donner un aperçu à une audience qui est majoritairement consommée par les actualités locales. Donc s'il y a des choses qui sont incorrectes dans la vidéo, des choses qui sont pas détaillées, vous pouvez les expliquer en commentaire puis moi je vais les lire avec plaisir. L'intention est vraiment juste d'offrir cette couverture à une communauté ou à des gens qui je pense qui n'ont pas l'habitude. Donc voici l'introduction de cette vidéo. Je sais même pas si je vais le mettre au début, mais ouais, avec Hubert de Laval, un portrait spécial. Le gouvernement Sénégal, tous les entreprises françaises ici, ils ont fait 50-50. Oui, parce que les entreprises françaises ici, ils ont gagné 100%. Sénégal, ils sont 10%. C'est ça le problème. Il y a 10%. Bolloré, le port. Hein? Voilà. Ouais. Ils contrôlent le port, hein? C'est ça, Bolloré. Oui, ils sont contre le port. Même l'aéroport. Hein? Élection. Les élections. Ouais. Moi, j'ai entendu Amadou Ba, il a trompé Macky Sall. Je ne sais pas si c'est vrai ou bien c'est non. C'est ça que j'ai entendu. C'est ça que tu penses? Aujourd'hui, dans le marché, tout que chaque route, comment on le disait encore, chaque route que je pars, j'entends les gens dire Amadou Ba, c'est le bon, c'est le mal cœur qu'il a tenu quoi. Parce qu'il a trompé le président de la République, Macky Sall. Wow. C'est ça les vrais enjeux. Ouais. Amadou Ba, c'est pas une personne. C'est moi qui l'a dit ça. Tu vois, Amadou Ba, c'est pas une personne. C'est moi qui a dit ça. Vous allez voter pour qui? Hein? Moi, le président Macky Sall. Sonko se passe dans le dolo. T'aimes pas Sonko? Je t'aime pas Sonko. Sonko, je te tiens comme mon singom là. Je ne le veux pas. Pourquoi? Pourquoi? Non, Sonko, qu'il fait là, tout le monde n'a besoin pas de ça. Il parle les paroles qui sont fait mal dans notre cœur quoi. Ça met les gens un contre l'autre. Voilà, merci. Toi tu comprends. C'est ça le Sonko qui fait. Mais le Macky Sall, il a fait tout qui est froid dans notre cœur quoi. Mais le Sonko fait quelque chose qui est chaud dans notre cœur. Tu vois une personne, comment le dire encore? Non, parlez-le-moi. Toi, qu'est-ce que tu penses des élections? Cette gens-là, tout n'entend pas le français, c'est moi. Seul qui n'entend ici français. Tu vois, c'est comme ça. Ici, c'est Sénégal, la pomme est là, de l'eau, le jardin, les arbres, les chaises et les pieds pour une personne qui est fatiguée, venez asseoir ici. C'est le président de la République qui a fait ça, mais Sonko a fait rien du tout. Sonko, il a un corps brisé, un corps qui est tellement mal. Wow. Oui, mais nous les 4 personnes qui sont assises ici, nous sommes des pauvres. Nous ne savons pas rien. Mais non, tu es intelligent, tu sais pas rien. Oui, je suis intelligent, mais nous sommes tellement pauvres. C'est ce singom-là que nous achetons, tu vois, le singom là que nous achetons. Mais chaque jour, nous avons le bénéfice 500, 300, 200. Tu vois, enfin, cette singom-là, c'est tellement mal. Nous n'avons pas d'argent. Tu as un téléphone? Tu as un téléphone? Non, je n'ai pas de téléphone. Mais mes amis-là ont des téléphones. Tu as Wave? Oui, Wave, I'm now Wave. Responsabilité et citoyenneté dans un climat social apaisé. Conformément à sa mission, étudiant mise sur une synergie d'action et vue d'une élection présidentielle apaisée, transparente
démocratique et inclusive le 25 février 2024. Président est en prison. Donc, il y a eu beaucoup de troubles, on a tout fait pour l'empêcher d'être. Pourquoi les gens l'aiment, Sonko? Peut-être qu'il représente l'espoir à cause de son message, à cause de son discours. Peut-être que les gens ont vu que c'est quelqu'un qui peut quand même changer la situation. C'est quoi son discours? C'est quoi son discours? Son discours, il est contre la corruption, il est contre le fonctionnement actuel du système. Tous ces gens-là, je pense qu'ils donnent l'espoir quand même aux jeunes. Les jeunes, et puis même il y a des adultes qui l'aiment. Hein. Pour l'injustice, les gendarmes nous tuent pacifiquement, les gendarmes nous tirent des lacrymogènes. Vous, on est témoin. Les gendarmes, massivement déployés, empêchent quiconque de s'approcher du lieu de rassemblement. Les manifestants, eux, se tiennent à distance et érigent des barricades dans les quartiers. L'échauffourée dure plusieurs heures. Cette militante affirme qu'elle restera mobilisée jusqu'à la tenue de l'élection. Macky Sall attend le dernier moment pour reporter l'élection. Le scrutin se tiendra de gré ou de force le 25 février. On ira voter. Les candidats de l'opposition ont aussi fait le déplacement. Parmi eux, Thierno Alassane Sall, candidat indépendant. Il a déjà promis, comme une dizaine de candidats, qu'il attaquera en justice le décret pris par le président pour reporter le scrutin. Ce qui est en train de se passer, c'est une révision qui vise à prolonger le mandat du président de la République, contrairement aux dispositions de la Constitution. Maintenant, nous ne pouvons pas accepter que la Constitution du Sénégal, qui donne pouvoir au président, soit violée. Qu'est-ce que vous vous apprêtez à voir, c'est petite mise en contexte. Ousmane Sonko, qui était l'opposant principal, qui est emprisonné, qui avait quelqu'un pour se représenter pour son parti, qui est en prison en ce moment pour avoir été coupable de diffamation à l'endroit d'un ministre. Vous soulève que c'est pas de la diffamation, mais juste de la critique du jeu politique, qui est de commenter sur les autres acteurs du milieu politique. Son parti, le PASTEF, a été dissous. Qu'est-ce que vous apprêtez à voir, c'est que j'ai réussi à aller dans une réunion de une des communes du PASTEF qui se réunissait à Tivaouane. Parti n'est plus un parti qui est reconnu légalement ou qui a le droit de s'organiser. Vous allez voir là, qu'est-ce que vous voyez en ce moment, c'est moi qui est en train d'expliquer aux gens qui étaient là pour la réunion j'étais qui et pourquoi j'étais là. J'ai ensuite appris par le biais de Amanita, notre traductrice, que les gens étaient très méfiants face à ma présence à la réunion, ce qui est tout à fait normal. La répression policière, l'inexistence de certains droits et libertés ont fait en sorte que les gens ont développé une certaine méfiance face aux médias. Donc j'étais là-bas et j'ai réussi à avoir des entrevues avec les membres de la réunion. Donc c'est ça que vous voyez en ce moment. Au moment où est-ce qu'il y avait cette rencontre, c'était suite aux émeutes qu'il y avait eu pour le report des élections. L'internet mobile était coupé partout au Sénégal, sur tout le territoire. Donc ça rajoute au climat de méfiance qui est juste, il n'y avait pas d'internet pour vérifier qui j'étais. Donc même si j'avais réussi à avoir un contact pour être invité à la réunion, quand je suis arrivé là-bas, il y avait plusieurs gens qui étaient pas au courant de ma présence. Mais ils m'ont très bien accueilli, puis on a pu avoir une entrevue que vous allez écouter, que je trouve qui est la partie la plus importante de cette vidéo. Puis moi, je fais du contenu politique au Canada sur la politique québécoise. Puis là, je voulais donner une perspective internationale aux gens. Dans les 2 dernières semaines, je suis devenu plus familier avec tous les enjeux, avec l'emprisonnement de Ousmane Sonko. Donc c'était très important pour moi de venir parler avec des gens du PASTEF. Puis je suis un média indépendant, donc il n'y a aucune institution qui a un pouvoir sur le message que je vais dire ou qui va faire... je suis pas rattaché à aucune forme de pouvoir, là, c'est complètement... Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Mamadou Lamigna, je suis le secrétaire général de la section communale PASTEF de Tivaouane. Puis qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis enseignant. Enseignant. Puis comment ça a commencé votre engagement politique? Ah, moi je suis dans la politique depuis très longtemps. Ok. Je ne peux pas vous donner une date exacte, mais je sais que depuis que j'étais au collège, j'étais déjà engagé politique. Je me rappelle, j'ai participé déjà à la première alternance avec Maître Abdoulaye Wade, quand j'étais à Dakar. Qu'est-ce que vous diriez que c'est les principaux enjeux de ce cycle électoral? De cette élection? Ah, c'est un tournant décisif dans l'histoire politique du Sénégal, ça il faut le dire tout de suite, parce que nous sommes véritablement
confronté à une réalité sociale assez difficile, assez dure, où les jeunes s'engagent dans la mer pour rejoindre l'Europe, pour rejoindre les États-Unis. Les jeunes s'engagent sur la route du Nicaragua, alors que véritablement, on n'a véritablement pas besoin d'aller vers ces États-là. On est plus riche que l'Europe. Aujourd'hui, on dispose de beaucoup de richesses dans le sous-sol, du gaz, du pétrole, du fer, de l'or, du zircon, des phosphates. Les phosphates, c'est depuis 1975. Le pétrole, c'est depuis, là aussi, tout juste après les indépendances. Le gaz, aussi, depuis 1974, je crois, ici à Ngadiaga, à quelques encablures de Noto Gouidjama, dans le département de Tivaouane. On exploite du gaz depuis, je crois, 1975. On exploite là-bas 300 000 m3 de gaz par jour. Hein. Ici, à quelques kilomètres de Tivaouane. 300 000 m3 de gaz par jour. Ici, depuis 1975 ou 1973. Ah oui. Le phosphate de Taïba, ici aussi, même chose. Voilà, on est né, on a grandi, on a vu qu'il y avait du phosphate. On a vu le train circuler transportant du phosphate matin, midi, soir. Et depuis lors, il n'y a aucun impact sur le milieu. Aucun impact sur le milieu. On s'appauvrit davantage. On s'appauvrit davantage. Alors qu'on est riche, comme c'est pas possible. Voilà, à Saint-Louis, rien qu'à Saint-Louis, il y a un gisement de gaz estimé, dont les estimations varient, je crois, tournent autour de 14 millions de mètres cubes de gaz par jour pendant 250 ans, je crois bien, si je ne me trompe pas. 14 millions de mètres cubes de gaz par jour pendant 250 ans. 250 ou 275 ans, je ne sais plus. Ouais. Et ça, c'est le seul jugement qui se trouve entre Saint-Louis et la Mauritanie. Mais il y a d'autres jugements qui se trouvent à Sangomar et à Rufisque, je crois, et qui sont même plus énormes que le jugement de Saint-Louis. Et pourtant, rien que pour le jugement de Saint-Louis, on a, qu'est-ce que j'ai dit encore, 14 millions de mètres cubes de gaz par jour pendant 250 ans. Ouais, je ne parle même pas du pétrole. Ça veut dire que rien qu'avec le gaz, le Sénégal peut prospérer. Rien qu'avec le gaz, vous serez tenté un jour de quitter le Canada pour venir migrer au Sénégal et de venir trouver du travail. Les Européens vont venir migrer au Sénégal, les Français, les Italiens, les Anglais. Ils vont venir chercher du travail ici, si véritablement c'est bien exploité. Malheureusement, justement, c'est le sens réellement de notre combat, parce que souvent c'est des contrats léonins au profit des étrangers. Et le jugement de Saint-Louis en est l'exemple typique. Le président de la République, quand véritablement ils ont découvert ce jugement, sa première déclaration, c'est que voilà, le Sénégal va enfin pouvoir donner du gaz à l'Europe. C'est sa première réaction. Le Sénégal va enfin pouvoir donner du gaz à l'Europe. Il ne pense même pas à ses compatriotes sénégalais. Il ne pense même pas à ces jeunes-là qui se tuent dans la mer, qui se noient dans la mer. Il ne pense même pas à ces jeunes-là qui prennent ces embarcations de fortune-là et qui se font manger par les requins. Il ne pense même pas à ces nombreux villageois, ces paysans qui sont au fond du Sénégal et qui vivent avec un repas par jour. Ici, dans la commune, vous trouvez des gens qui assurent à peine les 2 repas. Le dîner, c'est exclu. Dans nos maisons, maintenant, les gens ne préparent plus le dîner. On fait du gobardiassi parfois. Ceux qui sont les fonctionnaires moyens là font du gobardiassi. En Wolof, le gobardiassi, tu comprends? Tu comprends pas? Le gobardiassi, c'est-à-dire que tu prépares un repas à midi, tu divises en 2, tu prends la première moitié pour le déjeuner et le reste, tu gardes ça pour le dîner. C'est ça qu'on appelle chez nous le gobardiassi. Et là, c'est pour les fonctionnaires moyens. Ouais. Il faut faire un tour dans nos villages là. Vous sortez un peu de Tivaouane à 30-40 km tout simplement. Visitez les villages qui sont autour. Visitez les habitations dans des cases qui font à peine 3 mètres de hauteur. Entrez dans ces cases là. Le sol n'est même pas carrelé.
Le sol n'est même pas cimenté. Ils vivent comme ça, avec des lits de fortune, des lits extraordinaires, avec des niveaux de vie très 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 bas. Ouais. En tout cas, nous avons toujours vécu dans une grande démocratie. C'est vrai qu'on a eu à réaliser 2 alternances, mais aujourd'hui, tous ces acquis sont en péril du fait véritablement de la boulimie du président Macky Sall, qui en réalité ne veut pas quitter le pouvoir. C'est ça la réalité, malheureusement. Il ne veut pas quitter le pouvoir. On l'a décrié depuis longtemps, depuis vraiment, ça fait presque 4 ou 5 années qu'on est en train de crier. Une certaine partie des Sénégalais n'avaient pas compris, mais je crois que cette fois-ci, avec cette décision-là de repousser les élections, illustre véritablement ce caractère de dictateur du président Macky Sall. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, le 3 février, quand il a repoussé les élections? Ah non, nous n'avons pas été surpris. Le connaissant bien, on savait qu'il ne voulait pas quitter le pouvoir parce qu'en réalité, au moment où il déclarait sa non-candidature à un 3e mandat, c'est tout simplement parce qu'il y avait la pression. On lui avait mis la pression et en ce moment, la pression était tellement forte avec notre leader Ousmane Sonko et qu'en ce moment aussi l'opposition était unie. Mais vous savez, il a utilisé cette stratégie-là de diviser pour mieux régner. Il a d'abord cassé cette union-là de l'opposition pour maintenant pouvoir s'attaquer au PASTEF et peut-être oser véritablement enclencher ce processus-là de monarchisation de notre État, de l'État du Sénégal. Qu'est-ce que les gens aiment chez Ousmane Sonko? Ah, beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses. Il est véridique d'abord. C'est un grand combattant. Il est très objectif, très cohérent dans sa démarche. Mais c'est surtout quelqu'un qu'on a connu dans sa droiture. Vous savez, c'est difficile de faire 15 ans aux impôts et domaines, de sortir, de dire aux gens que je suis là, je n'ai jamais pris 50 francs, 50 francs qui ne m'appartiennent pas. Parce que c'est une boîte c'est une boîte à millionnaires, voilà. Voilà le mot, c'est une boîte à millionnaires. Et les gens qui travaillent aux impôts et domaines, c'est pas seulement aux impôts et domaines, il y a d'autres secteurs bien sûr comme les douanes, etc. Mais aux impôts et domaines, souvent, c'est des fonctionnaires milliardaires. C'est paradoxal, assez paradoxal, parce qu'ici, en général, un fonctionnaire ne peut pas être milliardaire ici au Sénégal. C'est pas possible. Avec les salaires qu'ils ont, c'est pas possible. Il ne peut pas être millionnaire. J'ai l'habitude de dire aux gens que on peut à peu près dire à chaque fonctionnaire, par rapport à l'indice salarial, que le minimum c'est ceci, le maximum c'est cela. Pour tout fonctionnaire, on est capable de dire aujourd'hui que au minimum, ton salaire commence à temps, et au maximum, tu auras ça. Indemnité et tout y compris. Donc, n'importe comment, quelque calcul que tu fasses, tu ne peux pas devenir millionnaire. Parce que tu es obligé de vivre au moins, de prendre femme, d'entretenir tes enfants. Voilà. Donc tu ne peux pas être milliardaire. Et là, c'est une boîte à milliardaires. Exemple, le premier ministre Amadou Ba, qui était fonctionnaire là-bas, aux impôts et domaines. Alors, si quelqu'un comme Ousmane Sonko sort de cette boîte-là, après 15 ans de service, pour nous dire que j'ai fait 15 ans de service, personne ne peut m'incriminer sur les détournements de deniers publics. Et je vous défie, je suis prêt à aller avec vous à la CREI, à la Cour de répression de l'enrichissement illicite. C'est difficile ici au Sénégal pour un fonctionnaire sorti des impôts et domaines de dire ça. Mais il y a aussi que c'est un leader charismatique. C'est quelqu'un véritablement qui sait communiquer avec ses militants, qui sait communiquer avec la foule, mais qui a aussi une vision très
très élaboré de la situation et de ce qui doit se passer au Sénégal. Aujourd'hui, on constate, en ce moment même, au moment où il est en prison, on constate que tout ce qu'il nous avait dit est en train de se vérifier. Il avait dit aux gens que ce Macky Sall-là, ce n'est pas quelqu'un qui va quitter le pouvoir pour prendre son téléphone pour féliciter son adversaire. Il faut se battre avec lui, tout simplement, pour le faire quitter du pouvoir. Les gens ne comprenaient pas, ils le taxaient de violent. Mais aujourd'hui, les gens sont en train de constater qu'effectivement, il avait raison sur tout le monde. Voilà. Merci. Voilà. Tu avais une question? Vous avez pas parlé aussi des inégalités sociales qu'il y a au Sénégal, de la pauvreté aussi. Et vous que vous avez milité dans le parti socialiste, et vous voyez que dans le PASTEF il y a une idéologie politique ou une politique ou une lutte de classe, et où c'est plutôt un projet transversal où on ne met pas en question peut-être le système économique capitaliste ou les rôles de pouvoir. Oui, au sein du PASTEF, on parlait tout au début de pragmatisme. À la place de ces théories socialistes, libéralistes ou quelque chose comme ça, nous on parlait de pragmatisme. C'est-à-dire on est dans un pays qui s'appelle le Sénégal, qui a ses particularités, qui a son histoire, qui a un certain cheminement, qui a suivi un certain cheminement dans le temps, qui a une certaine population jeune à presque, je crois, 65%. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas réinventer la roue parce que véritablement, le développement, les gens ont eu à développer des pays, ils ont eu à actionner certains leviers. Je crois que nous aussi, on est appelés à actionner ces mêmes leviers. Mais on va tenir compte de nos réalités socioculturelles, de nos potentialités, de surtout ce qu'on a comme jeunesse, parce que la jeunesse aussi c'est une force. On va tenir compte effectivement de ce qu'on a comme richesse, au-delà de ces ressources du sous-sol, mais on a du soleil, on a de la pluie, on a des fleuves, on a de la terre. Nous sommes un pays de plaine presque, mais on a surtout 750 km de côte, une côte poissonneuse, sablonneuse dans sa grande partie et peut-être rocheuse à partir de la presqu'île du Cap-Vert. Donc c'est des opportunités véritablement qui peuvent nous valoir beaucoup de satisfaction si c'est exploité à bon escient. Malheureusement, le régime en place et les régimes qui l'ont précédé ont eu à signer des contrats avec les grands chalutiers européens, et c'est des contrats qui véritablement ne plaident pas en faveur du développement économique et social du Sénégal. C'est des grands chalutiers qui pêchent à grande tonnage et qui débarquent dans le pays d'origine. Si au moins dans ces contrats là il y avait des clauses qui leur obligeaient à débarquer au Sénégal, ils seraient obligés aujourd'hui d'installer des entreprises, des usines de transformation de ce poisson-là. Ils seraient obligés d'installer des usines de fabrication des boîtes de conserve. Ils seraient obligés d'installer des usines de transformation. Voilà, pour créer des emplois pour la jeunesse. Mais tu prends le poisson, tu l'amènes ailleurs, en Europe, aux États-Unis, en Chine. Donc tu transformes là-bas en produits finis et tu ramènes les produits finis pour nous revendre ça au Sénégal. Tout le monde sait que ce sont ces produits finis-là qui produisent de la valeur ajoutée. Aujourd'hui, ce sont principalement les pêcheurs qui s'engagent dans la mer parce qu'en réalité, ils ne travaillent plus. Ils ne travaillent plus. Ils ne peuvent pas mener la concurrence aux grands chalutiers européens et chinois dans la mer. Oui, là, c'est un problème aussi. C'est une grosse équation
quant à la relation que l'on entretient avec l'extérieur, surtout avec l'ancienne métropole, la France, qui a été le colonisateur. Déjà, on n'a pas notre monnaie à nous. On travaille avec le franc CFA, qui est une monnaie qui appartient à la France, qui a été créée par décret par le général de Gaulle en 1945, après la Deuxième Guerre, je crois bien. Donc cette monnaie-là, d'abord, déjà plombe notre économie, parce qu'on ne peut pas se développer avec ce type de transaction-là, ce type de relation-là qui nous lie à la France. Parce que imaginez-vous, nos ressources pour l'essentiel sont nos réserves financières sont à la Banque de France. Je vous donne un petit exemple. Par exemple, on a de la matière première, du phosphate par exemple, qu'on amène à l'extérieur pour vendre à 100 milliards par exemple. Un certain tonnage qui vaut 100 milliards de francs CFA. D'abord, avant de vendre à quelqu'un d'autre, il faut d'abord demander l'avis de la France. Si la France veut bien acheter, il achète. S'il ne veut pas acheter, il te donne l'autorisation de vendre à un autre. La Chine, le Japon ou les États-Unis. C'est ça qu'on appelle le droit du premier refus. Ça fait partie des 11 accords issus de la colonisation. Le droit du premier refus. C'est-à-dire que pour toute exportation, tu dois d'abord proposer à la métropole, à la mère patrie. Alors, s'il veut bien acheter, il achète. S'il n'en a pas besoin, il te donne l'autorisation de vendre. Par exemple, vous avez du phosphate à 100 milliards de francs CFA que tu dois vendre, par exemple, aux États-Unis. Les États-Unis paient en dollars. Alors, ils vous donnent les 100 milliards en dollars. Mais ces 100 milliards-là que les États-Unis vous donnent en dollars, ils ne vous le versent pas, toi, en tant que Sénégal, en tant que vendeur. Ils le versent à la Banque de France. Et c'est après ça que la Banque de France te donne la moitié. C'est-à-dire qu'il ne te donne même pas l'entièreté de ta transaction. Il te donne la moitié, il dit que la moitié, il garde ça. Ce sont les réserves financières. Il te garde ça pour toi. Parce que toi, tu es un enfant là, si on te donne tout l'argent là, donc tu perds l'argent là, on te donne la moitié, tu es encore petit. On te donne la moitié en tant que Sénégal. L'autre moitié est gardée à la Banque de France. Alors, pour cette autre moitié-là, on te permet de faire des prêts. Mais au maximum, jusqu'à 15%. Jusqu'à 15%, tu peux faire des prêts. On te donne ces prêts-là avec des intérêts. Mais on ne te laisse pas partir, hein. Donc est-ce que le colonialisme c'est fini? Est-ce que la colonisation... Non, c'est pas fini. C'est ce que je suis en train d'expliquer. On est en pleine colonisation. On est encore décolonisé. On fait semblant de partir. Ils font semblant de partir alors qu'ils ne sont pas partis. Ils ne sont pas partis, hein. On te donne donc la moitié. On te donne la moitié. Et cette moitié-là, on te permet d'emprunter jusqu'à 15%. Ces 15%-là, tu les prends avec des intérêts. Mais ensuite, ils te disent, avec ces 15%-là, il faut faire ceci, il faut faire cela. Tu dis, non, moi je veux construire des écoles. Ils te disent, non, il faut construire des stades. Tu dis, moi je veux construire des hôpitaux avec ça. Ils te disent, non, il faut construire des arènes. Mais, vous savez, avec la métropole, mais c'est toujours des notions, hein. Nos rapports avec la France, c'est toujours des rapports d'exploitation et de domination. Depuis l'esclavage, depuis la colonisation, aujourd'hui avec la coopération. Il y a deux caractéristiques qui reviennent à tout moment. C'est l'exploitation et la domination. L'esclavage, c'était l'exploitation, domination. La colonisation, c'est l'exploitation, la domination. La coopération aujourd'hui, on vous dit que vous êtes indépendant, mais on va entretenir une coopération entre pays indépendants. Mais là aussi, c'est l'exploitation et la domination. Nous, on n'en profite jamais. On n'en profite jamais. C'est la métropole qui en profite toujours. Toujours. L'exemple du franc CFA est un exemple typique. Ah oui.
dans le cadre même de l'industrialisation, on nous empêche de nous industrialiser. On nous empêche d'implanter des entreprises de transformation des matières premières parce que tout simplement ils savent que si aujourd'hui on parvient à mettre des industries de transformation, ils ne pourront plus nous vendre les produits finis fabriqués par la métropole. Donc ils veulent nous confiner dans cet état-là de marché, parce qu'en réalité c'est ça leur objectif. Ils veulent faire de l'Afrique un marché des consommateurs à vie pour ne pas créer des chômeurs là-bas. Parce que si on achète par exemple des pots de sardines venant de la France, si on installe ici des usines de transformation du poisson, mais ces pots de sardines-là qui nous venaient de la France ne vont plus arriver. Ah oui. Si on installe ici des usines de transformation du lait et des produits laitiers, le beurre, le fromage, les boîtes de lait, etc. Mais le lait là ne va plus nous revenir de France, hein. Ne va plus nous venir de France ou des pays européens. Et ça va faire des chômeurs là-bas. Alors, ils nous demandent, ils nous disent que ah non, il ne faut pas vous industrialiser, laissez comme ça, on va transformer les produits là-bas, on va vous amener ici. Comme ça, vous allez continuer à acheter, vous allez demander des consommateurs. Merci beaucoup pour autant. Si vous vous adressiez directement à vos concitoyens, là, en ce moment, là, vous regardez adresser à la caméra, qu'est-ce que vous diriez à vos concitoyens? Oui, je leur dirais tout de suite que l'heure est grave. Nous sommes à un tournant décisif de notre histoire et que c'est le moment ou jamais de refuser de retourner à l'ère de l'esclavage. Et c'est pire encore parce qu'au moment où on vivait l'esclavage, c'était les Européens qui venaient ici, qui nous transformaient en esclaves. Aujourd'hui, ce sont des Sénégalais pur sang, noirs comme nous, qui veulent nous réduire à l'état de l'esclavage. Aujourd'hui, Macky Sall est en train de bafouer la Constitution. Il a bafoué toutes les règles de démocratie. Il a bafoué toutes les lois de ce pays-là pour pouvoir prolonger son mandat d'une année et que ça change encore. Je suis sûr que là, ce n'est qu'un début, mais il a un projet monarchique de mandat indéterminé dans le temps. Parce qu'en réalité, même cette date-là qu'il donne pour les élections prochaines à venir, cette date-là, il n'organisera jamais des élections. Parce qu'en réalité, il ne veut pas quitter le pouvoir. Il sait qu'il est minoritaire maintenant dans ce pays-là. Parce que c'est un ingénieur géologue, c'est un grand intellectuel, il vit de sondages. Il a fait des sondages, il sait que son candidat ne fait pas le poids. Il sait que lui-même, s'il se présente encore à des élections au Sénégal, il sera battu à plate couture, même si notre candidat, nous, est en prison. Alors, il compte sur la répression avec les forces de l'ordre pour s'éterniser au pouvoir. Donc, chacun doit être conscient de ce fait-là. Chacun doit prendre conscience du fait que si on laisse ce combat-là aux politiques, uniquement aux politiques, ils vont échouer. Ce n'est plus le combat des politiques, c'est le combat de tout le peuple sénégalais. Tout le monde doit se lever, tout le monde doit se mettre debout, tout le monde doit dire non à ce projet monarchique de confiscation de nos droits et de nos libertés. Merci beaucoup. Merci. T'aimes le Québec? Ouais, j'aime le Québec. J'aime tellement le Québec. Ce beau pays que je veux visiter un jour, je l'aime. Il faut que les Québécois soient fiers d'eux. Ce sont un grand peuple qui regorge de ressources humaines fortes. Donc ce pays-là doit avoir son drapeau national et son hymne national. Et se battre pour l'avenir de son destin. Le destin du Québec, c'est entre les mains des Québécois, mais pas pour les autres qui sont hors du Québec. Mais c'est les Québécois qui doivent se battre, aimer leur nation, aimer leur peuple et se battre pour avoir leur propre drapeau national. Et c'est ça